Chapitre 2. L'arrivée des Américains. Quand James fut habillé, il descendit dans la grande salle pour le petit déjeuner. Vu qu'il était déjà presque 10 heures, il n'y trouva qu'une poignée d'élèves, déambulant tristement, parmi les miettes laissées après le passage de ceux qui s'étaient levés plus tôt. Dans un coin, à la table des Serpentards, Zane était assis le dos rond, les yeux plissés, dans un rayon de soleil. Ralph était en face de lui. Ce dernier vit James entrer et lui fit signe d'approcher. Tandis que James traversait la grande salle, il remarqua 4 ou 5 elfes de maison, chacun d'eux portant une large serviette en lin damassé, avec l'écusson brodé de poudlard. En les regardant, on aurait pu croire qu'ils erraient au hasard. De temps à autre, l'un d'entre eux se baissait sous une table, puis réapparaissait avec une cuillère ou un morceau de biscuit qu'il déposait au centre de la table. Alors que James se passait à côté d'un des elfes, celui-ci se redressa de toute sa taille, leva ses bras maigrelés, puis les baissa d'un coup sec. Il y eut une sorte de cyclone miniature, et tout ce qui traînait encore sur la table disparut en tourbillonnant, la vaisselle cliquetant avec les couverts, au milieu des débris, tandis que la nappe formait un ballot qui flotta un moment au-dessus du bois poli. L'elfe de maison sauta du sol sur le banc, puis sur la table. Il récupéra le ballot, en agrippa les poignets comme s'il s'agissait des rênes d'une calèche, puis il démarra vers le fond de la grande salle. James baissa la tête quand le curieux attelage passa à toute vitesse au-dessus de lui. « Pfff » marmonna Zane, alors que James s'asseyait à ses côtés et tendait la main vers le dernier morceau de pain. « Je les trouve étranges, ces petits serveurs qui travaillent ici. Ils sont habillés comme des SDF. Mais, à vrai dire, ils font du bon café. » « Ce ne sont pas des serveurs, mais des elfes de maison, » déclara Ralph d'une voix amusée. Il mâchonnait une moitié de saucisse. L'autre partie était encore plantée dans la fourchette qu'il utilisait pour désigner les elfes qui restaient encore dans la grande salle. « J'ai lu un article hier, à leur sujet. Ils travaillent au sous-sol. Ils ressemblent un peu aux lutins dont on parle dans ce conte pour enfants. Tu sais, ceux qui viennent la nuit et font tout le travail du savetier. » « Tu crois ?» demanda Zane en le regardant par-dessus le rebord de sa tasse de café. « Un savetier, c'est un mec qui fabrique des chaussures, » expliqua Ralph. « Et, dans l'histoire, il en a plein à terminer. Et il est pauvre, alors il ne sait pas quoi faire. Tu ne connais pas ce conte ? Il est si fatigué qu'il s'endort, et au milieu de la nuit, les lutins apparaissent avec leurs petits marteaux et leurs petits clous, et il termine tout son boulot. Ensuite, le savetier se réveille, et boum, tout est parfait. » Ralph termina le reste de sa saucisse, puis il examina les elfes de maison en secouant la tête. « Je dois dire que je n'avais jamais pensé que les lutins s'habillaient avec des serviettes de table. »« Hey, l'extraterrestre !» dit Zane en regardant James attentivement. « Je vois que ta tronche est redevenue normale. »« Du moins, aussi normale que c'est possible, je présume, » répondit James. « Ça t'a fait mal quand Sabrina t'a jeté ce sort ? » « Oh, non, » répondit James. « C'était juste étrange, vraiment étrange. Mais ça ne m'a pas fait mal, et ça a disparu durant la nuit. »« Elle doit être très douée, parce que tu avais une sacrée dégaine, avec des pieds palmés et tout. »« Mais de quoi vous parlez tous les deux ?» demanda Ralph, dont les yeux passaient de l'un à l'autre. Ils lui racontèrent leur aventure de la nuit précédente, comment ils avaient lancé la capsule, comment le fermier était tombé dans les pommes quand James, le petit extraterrestre, avait trébuché sur ses pieds palmés pour s'écrouler sur lui. « Moi, j'étais caché dans un coin du jardin, près d'une cabane à outils, » dit Zane. « Le plus difficile était de ne pas mourir de rire. J'ai failli attraper une hernie en tentant de me retenir quand tu lui es tombé dessus. Attaqué par un martien bancal. » Cette fois, il éclata de rire, et après un moment, James fit la même chose. « Et ils ont vraiment une soucoupe volante ?» demanda Ralph, qui ne partageait pas leur hilarité. « Oh, ce n'est qu'un assemblage de papier mâché et de grillage, » dit Zane. Il termina son café et reposa sa tasse sur la table. Puis, il leva le bras et claqua des doigts. « Sabrina et Horace l'ont construit l'année dernière.
pour participer à un défilé d'objets volants pour Noël à Priolar. Au départ, c'était un chaudron géant. Maintenant, avec un petit coup de peinture et un sortilège que Jennifer appelle Visum Ineptio, c'est devenu une capsule intersidérale. Un tout petit elfe de maison s'approcha de Zane, les sourcils froncés. « Vous m'avez, appelé, jeune maître ?» demanda-t-il, d'une voix incroyablement profonde en dépit de sa taille. « Oui, garçon, » dit Zane en lui tendant sa tasse vide. « Super boulot. Ne perdez pas le rythme. Et voici pour vous. » L'elfe baissa les yeux sur le morceau de papier vert que Zane venait de lui remettre, puis releva la tête. « Merci, jeune maître. Auriez-vous besoin d'autre chose ?»« Non, merci, » répondit Zane avec un geste de la main. « Mais vous devriez aller dormir. Vous avez l'air vanné. » L'elfe regarda Ralph, puis James, qui haussa les épaules et essaya de sourire. Avec un imperceptible mouvement pour lever les yeux au ciel, l'elfe rangea le billet de 5 $ dans sa serviette et disparut sous la table. « C'est la belle vie, » dit Zane en poussant un soupir satisfait. « Je pourrais m'y habituer. »« À mon avis, tu n'es pas censé donner des pourboires aux elfes de maison, » dit Ralph un peu gêné. « Je ne vois pas pourquoi, » répondit Zane en s'étirant. « Mon père donne des pourboires à tour de bras durant ses voyages. Il prétend que ça aide l'économie locale. En plus, ça améliore nettement la rapidité du service. »« Tu ne dois pas dire à un elfe de maison d'aller dormir, » dit James en réalisant ce qui venait d'arriver. « Et pourquoi pas ? Parce que c'est exactement ce qu'il sera obligé de faire, » dit James tout à coup exaspéré. Il pensa à l'elfe de maison de la famille Potter, un petit être triste et grincheux qui s'obstinait, quoi qu'il lui en coûte, à obéir littéralement à tous les ordres qu'on lui donnait. Bien sûr, James aimait bien créature, mais il fallait toujours faire très attention à ce qu'on lui demandait. Les elfes de maison ont pour devoir d'exécuter les ordres de leur maître, expliqua-t-il. C'est dans leur nature. Celui-ci doit être déjà dans son placard, sa niche ou n'importe quel autre endroit où il dort. Ça ne l'arrange pas du tout de devoir dormir au beau milieu de la matinée. James secoua la tête et réalisa soudain l'humour de la situation. Il essaya de ne pas sourire, ce qui bien entendu ne fonctionna pas. Zane le remarqua et pointa le doigt vers lui. « Ah, tu trouves ça drôle ?» dit-il en riant. « Je n'arrive pas à croire qu'ils doivent vraiment obéir à ce qu'on leur demande, » dit Ralph les sourcils froncés. « Nous ne sommes que des élèves, pas leurs maîtres. Cette école n'est pas à nous, et nous sommes juste en première année. »« Tu as retenu le nom du sortilège que Sabrina a utilisé pour que la capsule ressemble à une véritable soucoupe ?» demanda James en se tournant vers Zane, impressionné tout à coup. « Visum ineptio » répondit Zane, qui sembla en savourer les syllabes. « D'après ce que j'ai compris, ça trouble la perception visuelle. D'ailleurs, quand on fait du latin, on comprend l'idée générale. D'après Horace, ça force les gens à voir ce qu'ils s'attendent à voir. » Alors, dit James en réfléchissant, quand le rayon de lumière est descendu du ciel sur ce fermier, il s'attendait, en quelque sorte, à voir une soucoupe volante avec des extraterrestres ? Bien sûr, tout le monde sait ce que signifie un rayon lumineux qui tombe du ciel en pleine nuit venu de nulle part. Ça annonce l'approche des petits hommes verts. « Tu sais, Zane, tu es vraiment quelqu'un de bizarre, » dit Ralph, mais ça ne ressemblait pas à une critique. Tout à coup, James sentit une présence derrière lui. Il se tourna avec ses 2 amis et leva les yeux. C'était la fille Serpentard qu'il avait vue la nuit dernière, celle qu'il avait applaudie juste avant qu'il monte sur l'estrade. Elle le regardait avec une expression agréable et presque indulgente. À ses côtés, il y avait 2 autres élèves de Serpentard, un garçon, au beau visage ciselé, dont le sourire montrait de très grandes dents, et une autre fille, qui, elle, ne souriait pas. James piqua un phare en réalisant être assis à la table des Serpentards. Sans même réfléchir, il se releva d'un bond, un morceau de pain encore dans la bouche. « Non, non !» dit la jolie fille, en levant la main vers lui pour l'arrêter, la paume en avant, presque comme si elle utilisait de la magie. « Ne bouge pas. Je suis heureuse de voir que tu es assez à l'aise
pour t'asseoir à la table des Serpentards. Depuis l'époque de ton père, les choses sont différentes ici. Mais il faut faire les choses dans les règles. Monsieur Diddle, pourrais-tu faire les présentations ?» Gêné, Ralph tout sauta pour s'éclaircir la voix. « Voici mon ami, James Potter, et voici Zane. J'ai oublié ton nom de famille, désolé, » dit-il en se tournant vers Zane. Avec un sourire, Zane haussa les épaules. Puis il se redressa, se pencha à travers la table et tendit la main vers la fille. « Walker, Zane Walker, je suis absolument enchanté de faire votre connaissance. Miss… » Le sourire de la fille s'élargit encore et elle inclina la tête, mais c'était Ralph qu'elle regardait. « Oh » dit Ralph, qui sursauta légèrement. « Oui, bien sûr. Voici Tabitha Corsica. Elle est en 6e année et c'est notre préfet à Serpentard. Elle est aussi capitaine de l'équipe de Quidditch et elle fait partie du groupe des débats et aussi elle a un super chouette ballet. » Ayant épuisé tout ce qu'il savait au sujet de la fille, Ralph se voûta, comme s'il était fatigué. Tabitha accepta finalement de serrer la main de Zane. Elle la retint un moment dans la sienne, avant de la relâcher. « Je suis heureuse d'avoir officiellement fait ta connaissance, Monsieur Potter. Ou bien, puis-je plutôt t'appeler James ?» Lorsqu'elle se tourna vers lui, sa voix était aussi musicale que des clochettes d'argent, aussi douce que du velours. James la trouva merveilleuse. Puis, il réalisa qu'elle lui avait posé une question. Il se secoua et répondit. « Ouais, bien sûr, James. »« Et je serais ravie que tu m'appelles Tabitha, » dit-elle en souriant, comme si cette familiarité lui faisait un grand plaisir. « Comme je viens de le dire, au nom de la maison Serpentard, nous sommes heureux de te voir parmi nous. Et j'espère sincèrement que tous les anciens… » Elle leva les yeux au ciel, cherchant le mot exact. « Antagonistes resteront dans le passé. » Puis, elle se retourna vers les 2 autres élèves qui étaient avec elle. « Nous avons le plus grand respect, aussi bien pour toi que pour ton père. Et j'espère que nous serons tous amis. » À la droite de Tabitha, le garçon continuait à adresser à James son sourire de clown. À sa gauche, l'autre fille semblait étudier le bois de la table, le visage figé. « Oui, bien sûr, amis, » bafouilla James. La grande salle, tout à coup, lui parut immense et étrangement silencieuse. Et sa voix y résonnait, timide et misérable. Le sourire de Tabitha se fit encore plus aimable, tandis que ses yeux verts étincelaient. « Je suis heureuse que tu sois d'accord avec moi. Maintenant, nous allons vous laisser terminer votre… petit déjeuner ? Tom, Philia ?» Ils se détournèrent, tous les 3 ensemble, et s'éloignèrent vers la sortie. « Tu es d'accord avec elle ? Mais sur quoi au juste ?» demanda Ralph, alors que les 3 garçons se levaient à leur tour pour suivre les Serpentards à bonne distance. « Ce n'est pas très clair, » dit Zane, en regardant la façon dont les plis de la robe de Tabitha voltigeaient lorsqu'elle tourna à l'angle d'un mur et disparut. « Soit James vient de se faire une belle amie, soit une belle ennemie. Et je ne sais pas quelle option me paraît la plus probable. » James réfléchissait intensément. De toute évidence, depuis l'époque de ses parents, les choses avaient changé. Mais il n'était pas certain qu'elles se soient améliorées. Les 3 garçons passèrent le reste de la matinée à explorer l'école. Ils visitèrent le terrain de Quidditch, qui parut à Zane et à James très différent en plein soleil. Zane resta bouche bée en voyant un groupe d'élèves plus âgés disputer une brève rencontre de Quidditch, 3 contre 3. En formation serrée, les joueurs plongeaient les uns contre les autres, s'écartaient au dernier moment, se lançaient des plaisanteries ou même parfois des gros mots. « C'est incroyablement brutal !» s'exclama Zane avec enthousiasme, tandis que l'un des joueurs frappait si fort qu'un cognard heurta en pleine tête son adversaire, qui pivota à l'envers sur son balai. « Et dire que j'ai pourtant assisté à des matchs de rugby ?» Plus loin, les garçons passèrent devant la cabane de Hagrid, déserte et sombre. La cheminée était éteinte et la porte bien fermée. Peu après, ils rencontrèrent Ted Lupin et Noah Metzger, qui les conduisirent aux abords de la forêt interdite. Un énorme saule, qui paraissait très vieux, était planté dans une clairière. Ted tendit le bras, empêchant Noah d'avancer davantage. « On est assez près, mon pote.
dit-il. « Regarde un peu. » Ted ouvrit un large sac de toile qu'il avait tiré derrière lui. Il en sortit un objet qui ressemblait plus ou moins à un animal à 4 pattes, avec des ailes et un bec. Il était couvert de languettes de papier de toutes les couleurs qui s'agitaient et brillaient dans la brise légère. « C'est une piñata !» cria Zane. « Mais il représente quoi ? Non, ne me dites rien, je vais deviner. C'est un Sphinxoraptor. »« Pas du tout, c'est un hippogriffe, » dit James en riant. « Je préfère le premier nom, » remarqua Ralph. « Et moi aussi, » ajouta Noah. « Silence !» ordonna Ted en levant la main. De son autre main, il leva la piñata et la lança aussi violemment que possible vers les branches du saule. L'objet disparut derrière le rideau de feuillage et durant un très bref moment, il n'y eut aucune réaction. Puis, tout à coup, un frémissement agita les rameaux immobiles. Ils se tordirent comme si quelque chose d'énorme s'agitait en dessous. Puis l'arbre explosa dans un mouvement de torsion, chaque branche devenant un fouet qui claqua dans l'air, gémissant et sifflant. On aurait cru un orage très localisé. Après quelques secondes, la piñata apparut au milieu des branches, frappée par ce qui semblait être des milliers de bras. Elle en fut comme passée au hachoir. Quand le sortilège du pétard, caché à l'intérieur de la piñata, fut déclenché, des confettis de toutes les couleurs et des bonbons magiques explosèrent et s'éparpillèrent dans toute la clairière. L'arbre parut très en colère de tous ces débris colorés qui flottaient à travers ses branches. Puis il abandonna et retomba dans son immobilité originelle. Ted et Noah étaient tordus de rire. « Quelle belle mort pour un sphinxoraptor !» s'exclama Noah. James avait entendu parler du saule-cogneur, mais il n'en était pas moins sidéré par la violence qu'il venait de voir et le calme avec lequel les 2 autres Gryffondors en parlaient. Par contre, Ralph et Zane étaient toujours muets de stupéfaction. D'un geste machinal, Ralph enleva une dragée surprise de Bertie crochue de ses cheveux et la mit dans sa bouche. Il mâchonna un moment, puis fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à James. « On dirait du taco. Dément !» Un peu plus tard, James quitta les 2 autres et remonta les escaliers vers la salle commune dans la tour de Gryffondor. « Mot de passe !» chantonna la grosse dame en le voyant approcher. « Génie Solaris !» répondit-il, espérant que ça n'avait pas déjà changé. « Entrez !» dit le tableau qui s'ouvrit. La salle commune était vide, et il n'y avait pas de feu dans la cheminée. James monta jusqu'au dortoir et se dirigea vers son lit. Il avait déjà un sentiment de propriétaire vis-à-vis de sa chambre, même si elle était vide au beau milieu de la journée. Les lits avaient été refaits. Aristo, l'énorme et frais des clochers de James, dormait dans sa cage, la tête cachée sous l'aile. James se jeta sur son lit, récupéra un morceau de parchemin et une plume, et se mit à écrire, en faisant attention de ne pas renverser de l'encre sur ses draps. « Chère maman, cher papa, je suis arrivé la nuit passée sans problème. J'ai déjà rencontré de nouveaux amis, très sympas. Ralph est devenu un serpentard, je n'aurais jamais cru ça de lui, et Zane est chez Serre d'Aigle, et il est aussi dingue que l'oncle George. Tous les 2 sont nés moldus, et j'apprends des tas de choses sur le sujet, même si les cours n'ont pas encore commencé. Avec eux, l'étude des moldus sera de la tarte. Ted nous a montré le saule-cogneur, mais de loin, ne t'inquiète pas, maman. Il y a de nouveaux professeurs. Hier, j'ai vu Neville, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler et de lui transmettre vos amitiés. Oh, il y a aussi une délégation de sorciers, américains, qui doivent arriver dans la journée. Ce sera sûrement intéressant, parce que Zane aussi est américain. C'est une longue histoire. Je vous en parlerai plus tard. Votre fils, James. PS, je suis chez Gryffondor. James avait un grand sourire, tandis qu'il pliait sa lettre et y mettait son sceau. Il avait réfléchi à la meilleure façon d'annoncer à ses parents la maison où il avait été envoyé, sachant très bien que tout le monde attendait cette nouvelle. Puis, il avait décidé que l'annoncer sans frioriture serait le mieux. Pas besoin d'en faire trop, ni pas assez. « Hé, Aristo !» chuchota James. « J'ai un message pour toi. Ça te dit de retourner à la maison ?» L'oiseau leva la tête et un seul de ses gros yeux ronds et orange apparut. Puis, il s'étira, gonfla ses plumes
et sembla doubler de volume. Enfin, il tendit une patte. James ouvrit la cage et attacha la lettre à l'oiseau. L'effraie sortit délicatement et s'approcha de la fenêtre, puis ouvrit ses ailes immenses et se lança vers le ciel. D'une façon absurde, James se sentit heureux en fixant Aristo aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir dans le bleu lointain des montagnes. En sifflotant, il sortit de sa chambre et dévala bruyamment les escaliers. Il mangea à la table des Griffons d'or, dans la grande salle, et rejoignit ensuite Zane et Ralph. Tout le reste de l'école commençait à s'assembler dans la cour principale. Un petit orchestre, formé d'élèves de toutes les maisons, s'était assemblé pour jouer l'hymne américain à l'arrivée de la délégation. Pour le moment, ils accordaient leur instrument, et la cacophonie était assourdissante. Zane affirma avec conviction que c'était la première fois qu'il entendait jouer la bannière étoilée avec des accordéons et des cornemuses. Enfin, arriva le professeur Londubat, accompagné d'un autre professeur que James ne connaissait pas encore. Ensemble, ils traversèrent la foule, insistant pour que les élèves s'alignent le long des murs. Les trois garçons se retrouvèrent près des portes principales, et l'anticipation monta, tandis que tous attendaient les Américains. James se souvint des histoires que ses parents lui avaient racontées concernant l'arrivée à Poudlard des délégations des écoles de Beauxbatons et d'Armstrong, l'année du tournoi des Trois Sorciers. Il y avait eu un gigantesque carrosse traîné par des chevaux magiques et un galion émergeant du lac. Il se demanda comment les Américains allaient choisir d'arriver. La foule réunie attendit, regarda, patienta, et peu à peu, le silence se fit. Le petit orchestre était prêt, et les musiciens, leurs instruments à la main, clignaient des yeux dans le vif soleil de cette fin d'après-midi. La directrice McGonagall et les autres professeurs attendaient aussi, debout, en scrutant le ciel, et une estrade avait déjà été installée dans la cour, près des portes du château. Tout à coup, quelqu'un pointa du doigt, et plusieurs cris retentirent. Toutes les têtes se tournèrent, cherchant à mieux voir. Malgré la luminosité, James plissa les yeux et fixa son regard sur les montagnes lointaines. Un petit point noir apparut, d'abord distant, puis qui grossit de plus en plus. Deux autres l'accompagnaient. Le bruit se fit aussi plus intense, tandis que les étranges objets avançaient. James jeta un coup d'œil interrogateur à Zane, qui haussa les épaules, à l'évidence tout aussi perplexe que lui. Le bruit était une vibration, de plus en plus assourdissante, qui se rapprochait. Les objets volants devaient avancer, et à grande vitesse, parce qu'ils commençaient déjà à prendre forme. Le son vibra, comme venu des ailes d'un insecte géant. James regardait, les yeux écarquillés, et peu à peu, les objets volants s'identifièrent d'eux-mêmes. « Démons !» cria Zane pour couvrir le bruit des moteurs. « Ce sont des voitures !» James avait entendu dire que son grand-père avait autrefois jeté plusieurs sortilèges sur une vieille Ford, lui permettant ainsi de voler. D'ailleurs, son père et son oncle avaient emprunté la voiture pour revenir à Poudlard, puis l'avaient perdue dans la forêt interdite. Personne ne l'avait jamais revue. Mais les voitures américaines ne ressemblaient pas du tout à ça. Contrairement à la vieille photo que James avait vue de la Ford, les trois voitures étaient neuves, brillantes et immaculées, avec des chromes qui jetaient des éclairs d'argent sous les reflets du soleil. Une autre différence, qui provoqua un long sifflement d'appréciation de tous les élèves de Poudlard assemblés dans la cour, étaient les longues ailes qui battaient de chaque côté de chaque véhicule. Ils ressemblaient de plus en plus à des insectes géants qui vibraient bruyamment et renvoyaient des arcs-en-ciel de lumière. « C'est une Dodge Hornet !» s'exclama Zane en désignant la première voiture. Les roues avant touchèrent d'abord le sol, puis y roulèrent, tandis que le reste de la voiture atterrissait à l'arrière. Il y avait deux portes, et la carrosserie était d'un jaune doré, avec de longues ailes de guêpe. La seconde voiture, selon Zane, qui était manifestement un expert sur le sujet, était un Studz Grafenfly. La carrosserie était d'un blanc immaculé, avec une ligne longue et basse, des dessus de roues plongeants et d'énormes tuyaux en chrome qui s'arrondissaient sous son capot fuselé. Ses ailes fines et très allongées battaient à petits coups secs, créant un ronronnement que James sentait retentir jusque dans sa poitrine. Enfin, la dernière voiture toucha terre
et James n'eut pas besoin de Zane pour la reconnaître. Même en Grande-Bretagne, on trouvait de nombreuses Volkswagen. La forme ronde rebondit à l'atterrissage. Elle était d'un rouge flamboyant, avec un toit noir. Il y avait de petites ailes courtes qui vrombrissaient de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, comme sur une vraie coccinelle. Quand la voiture tomba directement sur ses 4 pneus, dans un atterrissage presque vertical, les ailes s'immobilisèrent, puis se replièrent délicatement et disparurent sous la tôle. Tous les élèves de Poudlard applaudirent avec enthousiasme. Au même moment, l'orchestre commença à jouer l'hymne national. Derrière James, une fille protesta, si fort que sa voix s'entendit, malgré le brouhaha. « Vraiment, les Américains et leurs machines !» Zane se tourna vers elle. « La coccinelle est une voiture allemande, au cas où tu ne le saurais pas, » dit-il avec un sourire, avant de se détourner pour participer à l'ovation. Lorsque l'orchestre termina enfin de jouer, les portes des voitures s'ouvrirent et la délégation américaine commença à sortir. Il y eut d'abord 3 sorciers adultes, tous vêtus de la même façon, émergeant chacun d'un des 3 véhicules. L'équipe de sécurité portait une longue cape d'un vert sombre, qui arrivait à mi-cuisse, une veste noire, une chemise blanche et un souple pantalon gris, avec des chaussettes blanches et des chaussures noires vernies. Les sorciers restèrent debout environ 30 secondes, clignant des yeux, les sourcils froncés, comme s'ils étudiaient la foule en face d'eux. Apparemment satisfaits qu'il n'y ait aucun risque dans la cour, les hommes s'écartèrent des portes ouvertes de chaque véhicule et restèrent de garde. James eut un aperçu de l'intérieur de la voiture la plus proche, la coccinelle, et il ne fut pas étonné de la découvrir infiniment plus vaste et mieux aménagée qu'on l'aurait cru de l'extérieur. Plusieurs silhouettes bougeaient à l'intérieur. Puis, la vue lui fut bouchée quand les élèves commencèrent à émerger. Ils étaient si nombreux que même James en fut surpris, alors qu'il avait pourtant déjà campé en de nombreuses occasions dans des tentes de sorciers. Il savait à quel point leur espace pouvait être modifié par la magie. Des portiers, reconnaissables à leur cape bordeaux, se placèrent devant les coffres de chaque voiture et en sortirent des petits chariots et d'innombrables malles et valises qu'ils entassèrent en de hautes piles vacillantes. De jeunes sorciers et sorcières, vêtus de façon étrangement moderne, certains portaient même des lunettes de soleil et des jeans, commencèrent à s'agglutiner au centre de la cour. Parmi eux, quelques adultes, qui de toute évidence étaient les représentants officiels du ministère, portaient des capes d'un gris clair, des tuniques gris foncé. James devina que ce devaient être les membres du département administratif de la magie américaine. Ils avancèrent, tout sourire, vers l'estrade où la directrice McGonagall et son équipe avançaient pour les accueillir.